Les microplastiques? Ouais, j'en ai entendu parler. C'est du plastique invisible, non? J'ai lu qu'il y en avait dans l'eau, dans l'air, même dans notre corps apparemment. C'est un peu flippant parce qu'on ne les voit pas, mais apparemment ils sont partout. Mais ça fait quoi sur la santé au juste? On risque quoi avec ces microplastiques? J'ai vu un reportage et apparemment même les vêtements en polyester relâchent du plastique au lavage. C'est vraiment décourageant, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. On les retrouve dans l'air, dans la mer et même dans nos artères. Ce sont les microplastiques. Une pollution invisible présente dans de nombreux produits cosmétiques et détergents, mais aussi dans les pneus, les terrains de sport, jusque dans nos vêtements et certaines eaux en bouteille. Une contamination incontrôlable et irréversible car ces microparticules ne sont pas biodégradables. D'après l'OCDE, 22 millions de tonnes de matières plastiques sont rejetées chaque année dans l'environnement, dont 12% de microplastiques. Et la tendance est à la hausse, puisque l'organisation estime qu'au rythme actuel, la quantité de déchets plastiques produits dans le monde triplera d'ici 2060. Comment ces microplastiques ont-ils envahi nos vies? Quels sont les risques pour la santé? Comment les identifier? Et surtout, comment en sortir? Avec moi, pour répondre à ces questions, Christina Barrault, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes coordinatrice du programme sur les déchets aquatiques au sein de Surfrider Foundation. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. À vos côtés, Ronan Lafrogne, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes le directeur qualité et RSE, responsabilité sociétale des entreprises de Biocoop. Alors d'abord, j'ai beaucoup dit le mot microplastique. Christina, qu'est-ce qu'on appelle exactement des microplastiques et quels sont les différents types de microplastiques? Alors les microplastiques, il faut savoir que ça regroupe une grande réalité, c'est-à-dire qu'on appelle microplastiques des petits morceaux de plastique qui font moins de 5 mm et qui peuvent aller jusqu'à 1 micron. En dessous, on parle de nanoplastiques. Un micron, ça se voit à l'œil nu? Non, 1 micron, ça se voit pas à l'œil nu. Généralement, les microplastiques, on dit que c'est la pollution invisible. On peut les voir, bien évidemment, 5 mm, on peut les voir, mais certains microplastiques sont plus petits. Quand on parle de microplastiques, on parle de polymères. Donc, il y a différents types de polymères, ce qui compose aussi nos plastiques. Et ensuite, il y a plein de formes, de tailles qui composent les microplastiques. C'est pas une seule réalité. On distingue les microplastiques qu'on dit primaires. Donc, par exemple, on va prendre les granulés de plastique industriels, qui sont la matière première de tous nos objets plastiques. Mais ça peut être également des microplastiques que l'on produit sous format microplastique pour certaines utilisations, comme par exemple pour les cosmétiques. Ensuite, on retrouve les microplastiques dits secondaires. Là, c'est des microplastiques qui sont issus de la dégradation de plus gros objets plastiques. Donc là encore, il y a deux réalités. Donc c'est, par exemple, les vêtements que l'on porte, les pneus que l'on utilise, les peintures. Donc là, c'est-à-dire que par exemple, les vêtements qu'on porte, quand on les lave, ça rejette des microplastiques? Les vêtements que l'on porte, il faut savoir que tout au long de leur chaîne de vie, ils vont produire des microplastiques, que ce soit au moment de la fabrication, au moment de leur utilisation, mais également au moment de leur fin de vie. Quand on les porte, rien que le fait de porter par exemple une polaire, on peut produire des microplastiques qui vont se retrouver en suspension dans l'air. Ensuite, le fait de la laver, ça va produire également des microplastiques qui vont finir dans les eaux usées. Et les pneus, c'est l'abrasion, j'imagine. C'est l'abrasion, c'est le fait de rouler, ça produit effectivement des microplastiques qui vont se retrouver aussi dans les milieux directement par les eaux de ruissellement par exemple. Et donc ça, ces microplastiques, ils sont déjà sous format microplastique quand ils entrent dans l'environnement, on va dire. Et ensuite, il y a une autre réalité qui sont tous les objets plastiques du quotidien qui vont finir, par exemple, dans l'environnement ou dans le milieu marin. Et par exemple, ces microplastiques, ils vont se faire à partir de l'abrasion de gros objets comme peuvent être, par exemple, les filets de pêche ou encore une bouteille d'eau. Parce qu'en fait, il faut savoir que la matière plastique n'est pas une matière inerte et donc sous l'effet des UV, ils vont venir fragmenter la chaîne des polymères, ce qui va créer des microplastiques. Donc en fait, les effets naturels, donc le ressac, etc., ça va dégrader d'autres plastiques beaucoup plus gros, les sacs à usage unique par exemple, et les montagnes de déchets aussi, j'imagine, ces bennes à ciel ouvert qu'on voit un peu partout dans le monde. Tout à fait, à partir du moment où on a un plastique, il peut se dégrader en microplastique. Et donc la fin de vie, elle est effectivement également très problématique, puisque ces montagnes de déchets peuvent créer des microplastiques, mais également l'incinération peut relarguer des microplastiques dans l'air, mais par exemple aussi le recyclage mécanique, ça va aussi venir dégrader le plastique et ça peut créer des microplastiques. Sacré programme, dis donc, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On disait qu'elles peuvent aller dans l'air, elles peuvent aller dans l'eau. Comment est-ce qu'elles circulent? C'est toute cette chaîne de vie de tous ces matériaux en fait, parce qu'elles vont dans l'air, donc ça veut dire qu'elles vont dans nous aussi. Oui, tout à fait. Alors, il faut se dire que les microplastiques, encore une fois, c'est pas
une réponse que j'ai à ta question. En fait, ça va dépendre des microplastiques. Par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on porte un vêtement, on peut produire des microplastiques qui vont se retrouver en suspension dans l'air. Quand on est chez nous, il faut le savoir aussi, on est entouré de textiles d'ameublement. Par exemple, on peut être assis sur un canapé, sur une moquette, sur un tapis, qui sont souvent composés de matières synthétiques qui vont créer des microfibres et qui vont se retrouver aussi en suspension dans l'air chez nous. Et je ne te parle même pas des sèche-linges. Tout ça pour dire que ça va un peu dépendre des microplastiques. Donc, soit ils se retrouvent en suspension dans l'air, soit ils vont se retrouver dans les eaux usées. Et une fois qu'ils sont dans les eaux usées, peuvent être piégés dans les stations d'épuration, dans ce qu'on appelle les boues d'épandage. Donc, on va prendre ces boues d'épandage et les mettre sur les sols agricoles. Donc, la boucle est bouclée, on va dire. Une fois qu'ils sont en suspension dans l'air, ils peuvent retomber, bien évidemment, sur les sols, dans les milieux aquatiques. Les eaux usées, ça peut être rejeté directement dans les milieux aquatiques. Donc, c'est vraiment très dépendant du type de plastique qu'on va trouver. Si on parle des granulés plastiques industriels, ça peut effectivement également se retrouver dans l'environnement par des pertes, des fuites au niveau de la chaîne de production. Il faut savoir qu'une fois dans l'environnement, ils vont suivre tranquillement leur vie de microplastiques. Par le cycle de l'eau, ils peuvent se retrouver dans les fleuves, dans les rivières et finir leur course dans le milieu marin. Et c'est là où on en retrouve énormément, où on a une grande connaissance. On en a retrouvé absolument partout. On en a retrouvé dans la fosse des Mariannes, dans des zones où il n'y a pas d'activité humaine, au sommet des plus hautes montagnes. En fait, et dans les organes des manchots, je crois aussi, on en retrouve. En fait, il faut se dire que partout où on regarde, on va retrouver des microplastiques. Et donc nous, on en a, je disais dans l'intro, dans nos artères, on en a trouvé dans des placentas humains, dans notre microbiote intestinal. C'est quoi les effets sur la santé humaine? Est-ce qu'il y a un consensus ? Alors, il y a un consensus pour dire qu'on est très exposé aux microplastiques. Comme tu le dis, partout où on a regardé encore dans le corps humain, on a retrouvé des microplastiques. Par exemple, on est exposé aux microplastiques même avant de naître, puisqu'on en a dans le placenta. Ça passe la barrière placentaire. Donc, en fait, on sait qu'on est exposé aux microplastiques et que, une fois qu'il se retrouve dans notre corps, puisqu'on le respire, on le boit, on en inhale, on en ingère, en fait, ça va pénétrer dans notre système, ça va passer la barrière intestinale, ça va passer la barrière respiratoire et ça va circuler. Donc, c'est pour ça qu'on en trouve partout dans nos organes. On aime bien dire qu'on en a retrouvé partout, donc on en a trouvé dans le lait maternel, dans le placenta, dans les reins, dans le cerveau, dans le système circulatoire, dans les testicules. On sait qu'on est exposé, on sait qu'on en retrouve. Les effets que ça produit, c'est encore peu connu. On a beaucoup de tests qui ont été faits plutôt in vitro, donc il faut qu'il y ait plus de tests in vivo, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Oui, il y a l'INRAE, par exemple, qui a fait les tests in vitro. Les microparticules du polyéthylène, elles modifient le microbiote intestinal. Et il y a une augmentation, on a observé une augmentation des bactéries qui peuvent être néfastes et une diminution des bactéries bénéfiques. Donc on commence, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, on commence à avoir un petit peu de recul doigt, en fait, sur les effets des microplastiques, notamment sur la santé humaine, on va dire, même si on la connaît sur l'environnement, parce qu'évidemment, on doute bien que du microplastique partout, c'est pas terrible. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour savoir que c'est pas fou. Et donc on parle des humains, mais et sur la faune, notamment marine, vous qui travaillez à la Surfrider Foundation, sur l'environnement, sur la faune marine, qu'est-ce qui se passe avec les microplastiques ? Alors, les microplastiques, une fois qu'ils se retrouvent dans le milieu, ils vont toucher, bien évidemment, comme ils sont petits, tout un tas d'espèces. Ça peut aller du plancton jusqu'aux baleines, en fait, qui ingèrent. Donc, ils sont très persistants. On ne peut pas les enlever du milieu marin. Et ils vont se transmettre, ils peuvent se bioaccumuler dans certains organismes et se transmettre tout au long de la chaîne alimentaire. Quand on parle des plastiques, c'est le polymère, mais également les additifs. Donc, ce que je disais, c'est que les plastiques sont pas inertes. En se dégradant, ils vont aussi libérer les substances chimiques associées à leur composition. Ils agissent également comme des éponges, c'est-à-dire qu'ils vont absorber des polluants qui sont déjà présents dans le milieu et ils vont les faire voyager sur de très longues distances. Pareil pour les organismes pathogènes, comme les microbes. Donc, ça va voyager sur de très longues distances, ça va polluer l'ensemble des chaînes trophiques. Et en fait, ce qui va C'est quoi la chaîne trophique ? La chaîne alimentaire. Ça va polluer l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les gros poissons mangent les petits. Exactement. Et du coup, on en trouve partout, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on mange des poissons, donc on dit c'est dans les intestins des poissons, donc on ne devrait pas en trouver. Mais par exemple, on mange des organismes filtreurs, et là, on mange tout l'organisme filtreur. Quand on mange une moule, on peut ingérer des microplastiques. On l'a bien vu avec les norovirus. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ça transporte ces organismes pathogènes et ça a des effets sur la reproduction,
sur la croissance de certaines espèces marines. Et c'est vrai qu'on a une connaissance qui est assez importante. Et pour en revenir à la santé, effectivement, ça passe la barrière. On a vu qu'en fait, il y avait tout un tas de réponses un peu immunitaires à la présence des microplastiques dans le corps humain, et ça va créer en fait des inflammations. Donc ça modifie le microbiote, ça crée aussi des inflammations, on a des réponses inflammatoires en fait à la présence des microplastiques. Donc que ce soit aussi bien sur les espèces animales que sur les humains, on s'aperçoit qu'il y a quand même des effets, et on s'aperçoit qu'il y a certaines substances chimiques qui sont contenues dans les plastiques, qui sont cancérigènes, qui sont réprotoxiques et donc qui vont avoir des effets sur la fertilité, la croissance et le développement des individus. Eh bien, dis donc, les microplastiques, c'est catastrophique, pour faire la rime. Mais alors, pardon, mais pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser ces microplastiques ? Alors, quand on parle des microplastiques, par exemple, jusqu'à présent, on les utilisait beaucoup dans les produits cosmétiques, de soins, mais également dans les détergents, dans les peintures, dans les semences agricoles, par exemple, aussi, pour encapsuler. Dans les semences agricoles ? Oui, dans les engrais. En fait, on utilise aussi les plastiques comme des encapsuleurs, c'est-à-dire qu'ils vont libérer ensuite leurs produits. Donc, c'est en cosmétique, c'est pour du parfum, par exemple. Exactement, pour libérer la Okay. fragrance. Donc, on les utilise dans beaucoup de choses. On estime que les microplastiques, c'est assez polyvalent, que c'est peu cher et que c'est assez pratique. Par exemple, dans les cosmétiques, on va les utiliser pour tout ce qui va être viscosité, pour avoir un toucher doux, pour l'opacité. L'effet peau de pêche. L'effet peau de pêche, exactement. Sauf qu'il a été démontré que ça n'est pas forcément une utilisation obligatoire, qu'il existe des alternatives, que certains produits, en fait, ils sont composés par énormément de microplastiques par rapport aux composés actifs qui nous intéressent. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu un bras de fer, notamment avec les lobbies des cosmétiques, pour justement qu'il y ait une législation qui vienne interdire l'usage des microplastiques dans certains types de produits de soins. Oui, parce que alors j'imagine que c'est plus facile à travailler des microplastiques que des produits naturels, des actifs, etc. aussi. Et ça coûte surtout beaucoup moins cher. Ça coûte moins cher. Justement, on va parler de la réglementation. Où est-ce qu'on en est en France et en Europe ? Est-ce que c'est suffisant ? Il y a eu une réglementation de l'Union européenne sur les produits chimiques, le fameux REACH, en 2023, avec un objectif qui était moins 30% de microplastiques d'ici 2030, c'est-à-dire, en gros, économisons 1,5 million de tonnes de microplastiques. Est-ce que alors, ça consiste en quoi, cette réglementation, mais est-ce que c'est suffisant ? J'imagine que pas vraiment. Alors, pas vraiment. En fait, donc c'est l'Agence européenne des produits chimiques sous le règlement REACH qui, depuis 2018, travaille à une réglementation pour interdire ce qu'on appelle les microplastiques ajoutés intentionnellement Déjà, aux c'est produits. un peu tard, 2018, quand même. C'est un petit peu tard. Si je peux me permettre. Tout à fait. Et puis, c'est un processus législatif, donc c'est très long. Donc là, c'est depuis 2018. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à une réglementation. Et évidemment, là, c'est un peu le combat de tout le secteur économique contre les ONG de protection de l'environnement et d'autres acteurs. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Donc REACH est venu interdire l'utilisation de certains types de microplastiques dans les produits de soins, mais la définition qu'ils ont utilisée de microplastique est restrictive. C'est-à-dire qu'on va sur les microplastiques qui sont solides. S'ils sont solubles, ils ne sont pas pris en compte par la législation. Pareil, s'ils sont dits biodégradables, alors ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Allons-y, les paillettes biodégradables, par exemple, voilà, c'est un mythe ou... Alors, les paillettes biodégradables, il faut savoir que la biodégradabilité, ça recouvre une réalité scientifique qui va être la dégradation de la chaîne carbone par des micro-organismes. Donc, ça peut être biodégradable, ça ne veut pas dire que c'est sans effet, en fait. Parce que ça peut se biodégrader sur 200 ans, par exemple. Ça peut se biodégrader sur... j'exagère un peu, mais oui, bon. Généralement, quand on dit biodégradable, c'est un peu plus court. Mais ça peut se dégrader sur une période qui est plus longue que ce qu'on pense. Pendant la période où elle est déjà présente dans le milieu, ça peut avoir des impacts. Il peut quand même y avoir des additifs sur ces paillettes, par exemple. Et en fait, après, ça veut dire que la biodégradation, elle n'arrive pas tout de suite. Donc on estime qu'un produit, par exemple les paillettes, vont être biodégradables, mais c'est pas tout à fait la vérité, si ? Alors la biodégradabilité, en fait, c'est une réalité scientifique. Ça veut dire que le produit va se dégrader sous l'effet de micro-organismes. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire que ça va se biodégrader tout de suite, que ça ne va pas relarguer des additifs qui sont présents dans la composition de ton produit. En fait, la biodégradabilité, c'est un concept qui est assez relatif. Et ça, c'est dans toutes les dérogations qu'il y a de ce règlement. Donc oui, effectivement, c'est dans toutes les dérogations de ce règlement. On pense que ce règlement, il ne représente pas la réalité de tous les produits cosmétiques. C'est certains
polymères qui vont être visés par cette réglementation. Deuxième chose, on en parle depuis 2018, comme tu disais. En fait, il y a eu des dérogations, il y a eu des temps très très longs pour l'entrée en vigueur de ce règlement. C'est-à-dire que dès que le règlement a été adopté, il y a eu un ban, une interdiction généralisée, donc des paillettes qui sont composées de microplastiques, de polymères, et également des produits rincés exfoliants. Les microbilles, Les microbilles. etc. Sachant que ça, c'était interdit en France depuis un sacré bout de temps déjà, depuis la loi biodiversité. Voilà, on a interdit ça. Et après, en fait, il y a sous 3 ans, sous 5 ans, selon le type de cosmétique. Donc, on a les cosmétiques rincés, les autres types de microplastiques contenus dans les cosmétiques rincés. On a dans le maquillage. Et donc, voilà, ça s'étale sur un temps qui est très long. Et ça, c'est un peu une dérogation qui a été accordée à certains acteurs industriels du secteur. Oui, il y a eu un lobbying très fort pour justement, parce qu'ils disaient qu'ils avaient besoin de temps pour se mettre au jour de la législation. Sauf qu'on en parle depuis très longtemps, donc ils ont eu largement le temps de se mettre à jour. Et parce que là, on parle quand même de 2018-2030. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans pendant lesquels ces acteurs du monde de la cosmétique ont le droit de continuer à utiliser des microplastiques. Et il y a eu un moment où il était même question de taille des microplastiques qui allaient être interdits, ce qui laissait la possibilité de mettre en fait des nanoplastiques qui sont encore moins connus et qui sont certainement encore plus dangereux pour la santé humaine et aussi pour les écosystèmes. Ah bah c'est malin ça. Il n'y a aucune obligation d'étiquetage pour les fabricants, c'est-à-dire que quand on va en parler tout à l'heure, mais on n'est pas obligé d'écrire ce produit contient des microplastiques ? Alors, certains fabricants le font d'eux-mêmes. Par exemple, en ce moment, en France, il y a eu quelque chose qui s'appelle l'affichage environnemental, qui était une disposition de la loi AGEC qui est à l'étude. Cet affichage environnemental, il a été fait de manière volontaire. Donc là, il vient d'être appliqué pour le secteur textile. Et donc, par exemple, pour calculer le score donc que va avoir un vêtement, donc on regarde le cycle de vie d'un vêtement et on regarde l'impact, c'est censé éclairer le consommateur, ils ont introduit une disposition sur les microplastiques. Donc, par exemple, pour savoir est-ce que ton vêtement va émettre des microplastiques. Donc, ça commence à être balbutiant. Il y a aussi certains cosmétiques qui appliquent la réglementation et qui disent ce produit contient des microplastiques, mais c'est pas forcément obligatoire. Bah, j'ai envie de dire oui, tant mieux pour eux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas très envie d'acheter des choses où il y a écrit contient des microplastiques, même si la transparence devrait être quand même obligatoire au niveau des consommateurs, consommatrices. C'est vrai que sur les sites de fast fashion, notamment, on voit, quand on consulte la fiche d'un vêtement, où il y a écrit le lavage de ce vêtement peut faire circuler des microplastiques, rejette des microplastiques, je crois, etc. J'ai vu que REACH, la réglementation, elle concernerait seulement 4% des ingrédients microplastiques. Oui, tout à fait. On parle de certains polymères, ils ont fait une liste de tous les polymères, mais comme il y a les dérogations, ça va pas venir réglementer tous les polymères présents dans les produits cosmétiques. Bon, là, je parle des produits cosmétiques, mais REACH, c'est pas que ça. Ça parle de tous les microplastiques intentionnellement ajoutés. Donc, il y a la peinture, il y a les détergents, il y a certains produits pharmaceutiques, il y a aussi tout ce qui va être les terrains de sport synthétiques, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut avoir en compte. Donc, ils vont devoir trouver des alternatives pour les terrains de basket, etc., etc. Les terrains de foot, etc. Pour tout ce qui est remplissage granulaire. Alors, on a beaucoup parlé des cosmétiques. Ronan, je me tourne vers vous. En tant que directeur qualité et RSE chez Biocop, comment est-ce que vous abordez la question du plastique et donc forcément des microplastiques ? Effectivement, il y a les deux sujets. Il y a le plastique et les microplastiques. Et donc, le plastique avec ce qu'a dit Christina tout à l'heure, avec les effets de dégradation dans le temps, et les microplastiques qui peuvent être ajoutés dans la composition d'un certain nombre de produits. On a parlé de cosmétiques, on a parlé de détergents. Par exemple, chez Biocop, nous n'avons pas de microplastiques dans les détergents et produits cosmétiques. Donc, c'est un élément important. Mais effectivement, je pense qu'il faut d'abord, avant tout, réduire le plastique d'une façon générale. Alors, ça passe effectivement par la réduction des emballages. On pourra en reparler. On a fait un épisode là-dessus, Oui, d'ailleurs. voilà, exactement. On a supprimé toute l'eau en bouteille plastique chez les Biocop parce qu'effectivement, c'est source de pollution, de dégradation. On en retrouve dans la nature, malheureusement. Ça permet de réduire de façon notable plus d'une centaine de tonnes de plastique qui ne vont pas dans la nature chaque année. Donc ça a été interdit chez Biocop depuis 2017. Donc ce sont des éléments très importants. Alors c'est une goutte d'eau, j'allais dire, dans l'océan des plastiques, mais c'est une contribution de chacun à la réduction des impacts environnementaux et notamment du plastique. Et vous travaillez à Biocop avec des ONG, des associations, justement, pour cette question de réduction des plastiques ? Oui, on a des échanges avec Génération Future, on a également des échanges avec No Plastic on My Sea. C'est vrai que, par exemple,
avec le fonds de dotation de Biocop, on a participé au financement d'une plateforme qui vise à supprimer les bouteilles d'eau en plastique. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel nous travaillons ensemble avec un certain nombre d'ONG comme No Plastic and My Sea. C'est quoi les marges de manœuvre quand on est directeur qualité RSE de chaîne de magasins comme Biocop? Est-ce que c'est les fournisseurs qu'il faut un peu évangéliser? Est-ce que c'est toute la chaîne logistique? Alors, on parlait des emballages aussi. Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, si je prends la partie produit, donc on a 2 éléments sur cette partie produit. Des produits qui sont à la marque de Biocop. Là, on a une action directe, immédiate, très forte. Et sur le reste, on accompagne les fabricants pour réduire leurs emballages, pour substituer des emballages plastiques par d'autres matériaux plus nobles, pour encourager la consigne pour le passer en verre et en consigne verte. C'est un élément très important, parce qu'il faut trouver des solutions aussi véritablement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur la première partie, déjà, on travaille sur l'éco-conception. Donc, voilà, on réduit le plastique, on supprime le plastique qui n'est pas nécessaire, on le substitue par du carton quand on peut. Donc là, par exemple, chez Biocop, on a 11 projets d'éco-conception qui sont en cours. Donc, sur tout type de produits? Tout type de produits, effectivement, des choses qui sont simples, des choses qui sont évidentes, des choses qui auraient dû être faites depuis très longtemps. Par exemple? On a supprimé depuis quelques années, vous savez, les couvercles des gros pots de yaourt. En fait, ça sert à rien. Sauf que quand vous êtes chez vous et que vous avez un gros pot de yaourt que vous l'utilisez une fois, 2 fois, vous dites « Ah, c'est quand même pratique d'avoir un couvercle ». Et donc, on l'a supprimé. Il y a eu des remarques de consommateurs. Oui, mais pourquoi, etc. Mais on l'a fait. Bien sûr, supprimer les lots commerciaux, vous savez, les emballages plastiques autour de 2 produits, pour les maintenir, ça, ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, il faut pouvoir agir. On parlait de la consigne, parce que tout à l'heure, Christina, vous parliez du fait que le plastique n'est pas inerte. Et donc, le verre, c'est inerte, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de contamination avec le verre ne dégage pas de composés dangereux. Christina l'a dit très justement, le plastique est un sujet environnemental, mais il y a vraiment un sujet santé, parce qu'on parle effectivement de microplastique, mais on pourrait parler aussi de migration. Donc on a un vrai sujet de santé publique, et je pense qu'on est au début de la connaissance des informations des effets délétères. On a parlé de microbiote, voilà. Il y a un certain nombre d'éléments autour de ces éléments-là. Il faut pouvoir agir et agir rapidement. Malheureusement, on n'a pas toujours des moyens de substitution. Donc là, pour effectivement les bouteilles, par exemple, il y a des moyens de substitution. Ces moyens-là, ça s'appelle la bouteille en verre, mais non pas... Parce que quand on est chez soi, on ramène la bouteille en verre pour du tri sélectif, on dit on a fait un bon geste. Mais non, pas du tout. Il faut aller jusqu'au bout du geste, justement, et aller vers la consigne. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Biocop, à la fin de l'année, on va avoir 100% de nos magasins qui seront points de collecte pour réemploi. Ce qui représente 40% des points de collecte en France. Ça veut dire que quand on est client de Biocop, on va bientôt pouvoir ramener dans tous les magasins Biocop les bouteilles, les pots en verre qu'on a achetés là-bas. Alors, dans un premier temps, les bouteilles, et puis progressivement, effectivement, les pots plus petits. L'objectif, c'est de trouver des solutions locales. C'est-à-dire qu'effectivement, je ramène ma bouteille, elle va être lavée localement, et ensuite, elle va être réutilisée localement dans une usine d'embouteillage de bière ou autre. Ça veut dire que toutes les marques avec lesquelles vous travaillez, elles sont d'accord pour faire ce pas-là et pour justement réemployer les verres qui vont être consommés chez le consommateur. Ça se fait progressivement, effectivement, parce que les bouteilles verres sont de nature un peu différente. Elles sont un peu plus épaisses parce qu'il doit y avoir un cycle de réutilisation. Mais oui, donc l'objectif, c'est bien ça. On y va progressivement. Et donc, il y a à la fois le nombre de magasins qui vont être 100%, donc en point de collecte de réemploi. Vous vous rendez compte, 40% des points de collecte en France, hein, c'est énorme. Et en plus, effectivement, augmenter le nombre de références. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de références, mais l'objectif, c'est effectivement d'aller vers les gros pots en verre, etc., etc. Est-ce que vous avez une demande de transparence au sujet des microplastiques de la part des clientes de Biocop? Alors, on a des demandes... Ou des plastiques tout court. Ouais, alors, voilà. J'allais dire, effectivement, on a des demandes... les clients de Biocop sont des clients très particuliers, très sensibilisés sur les différents sujets environnementaux et notamment sur les plastiques. On a par an à peu près plus de 250 demandes, j'allais dire des réclamations de clients sur les sujets des emballages. Et dans ces 200-250, un tiers concerne le fait qu'il y ait trop de plastique dans les produits. Donc les clients sont aussi les premiers à vous dire attention, là, ce serait bien de faire un effort quand même. Exactement. Est-ce que l'interdiction du plastique à usage unique, avec notamment l'interdiction des sacs en plastique, est-ce que ça a un impact réel sur la réduction des microplastiques? Parce qu'on parlait aussi du fait que le plastique, ça migre un peu partout, que les sacs en plastique, ils se retrouvent dans la nature. Donc on sait très bien qu'ils finissent pas leur vie forcément dans une poubelle, quoi.
Christina, Ronan, quelqu'un veut s'emparer de cette question un peu alors moi, épineuse? je veux bien, tu compléteras, Ronan. On peut se dire que, alors déjà, c'est pas tous les plastiques à usage unique qui ont été visés. Il y a la législation, qu'elle soit française ou européenne, elle vise certains types de plastiques en particulier, par exemple les cotons-tiges dont la tige est composée de plastique. Il y a eu certains types de sacs plastiques, les touillettes, etc. Il faut savoir déjà que ces objets à usage unique ont été remplacés par d'autres types d'objets à usage unique qui ne sont pas composés de plastique. Donc là, quand même, la législation, elle tourne un petit peu en rond. Ces autres objets à usage unique qui ne sont pas en plastique, ils contiennent également des additifs et souvent, ils contiennent un liner plastique qui est pas terrible pour l'environnement non plus. Mais ceci dit, on constate quand même que sur les objets pour lesquels il y a eu des interdictions, on en retrouve moins dans l'environnement. J'ai envie de dire, c'est déjà ça de prix. Mais on est vraiment très très loin du compte si on veut prévenir l'ensemble des microplastiques qui atteignent les écosystèmes et l'être humain. Ça joue peut-être aussi d'abord, en premier lieu, sur l'éducation des gens et sur les connaissances. C'est-à-dire que savoir qu'on interdit certains plastiques à usage unique, les gens vont peut-être aussi se dire « Ah bah oui, c'est vrai que ça a un impact, donc peut-être aussi changer leurs habitudes. » Justement, comment est-ce qu'on peut s'informer sur la présence ou non de microplastiques dans ce qu'on achète? Parce que tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire sur les microplastiques, Ronan. Alors, on peut le faire de façon indirecte. Par exemple, sur les produits détergents et cosmétiques, il y a des labels, donc Cosmos Éco-Détergents, alors qui n'interdisent pas sensu stricto les microplastiques, mais par contre qui mettent en œuvre des facteurs de production qui, de facto, interdisent l'usage de microplastiques. Donc, ce sont des éléments de réassurance finalement. Donc Cosmebio et Cosmos et Éco-Détergents. Cosmos Éco-Détergents. Donc ça, les labels figurent... Il y en a beaucoup chez Biocop de ces labels-là. Tous nos produits, effectivement, non alimentaires, ce qu'on appelle le NAL, effectivement, doivent répondre à ces obligations-là. Est-ce qu'il y a des applis qu'on peut utiliser pour connaître la composition un peu plus exacte? Parce qu'effectivement, une liste INCI, comme on dit, donc la liste d'ingrédients qui est classée de l'ingrédient le plus présent à celui qui est en moindre quantité, on n'est pas ingénieur en chimie quand même. Non, c'est assez compliqué en regardant juste la liste des ingrédients de se dire est-ce que ce produit contient ou non des microplastiques. Donc il y a une application qui s'appelle Build the Microbed qui a été développée par une ONG qui s'appelle Plastic Soup Foundation. Combattez les microplastiques, combattez les microbilles. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le dire en français, mais ça sonne un petit peu moins bien, bizarrement, qui nous permet de savoir si ton produit contient ou non des microplastiques. Et en plus, elle est collaborative, c'est-à-dire qu'on peut aussi envoyer des photos et le rentrer dans la base de données. Il y a aussi des ONG, notamment Slow Cosmetics, qui travaillent en fait sur cette thématique-là et qui dit ces produits-là sont exempts de microplastiques. Après, voilà, ça c'est très bien, Ronan, que tu aies donné des labels de confiance parce qu'il y a aussi une multiplication des labels, une multiplication des allégations environnementales où les entreprises, elles se basent sur des produits plus verts, moins polluants, etc. Et en fait, c'est pas toujours des labels ou des produits de confiance. Et pour en revenir également sur la présence des microplastiques, j'ai envie de dire que le textile, ça joue aussi un rôle très important. Donc, au moment de s'acheter un vêtement, il faut regarder comment il est produit, mais également la composition du produit. Si c'est polyester, nylon, élastane, ce sont des fibres synthétiques et elles seront pour sûr relarguées dans les milieux environnants. Oui, justement, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut agir au quotidien, à notre échelle. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Parce que parfois, on a l'impression qu'en tant que mangeur, mangeuse, client, cliente, on a un impact assez microscopique, justement, quant à cette pollution microplastique. Je vais donner quelques exemples. J'en ai cité déjà quelques-uns. Le fait d'utiliser du verre, de le ramener, ça c'est un élément en termes de réemploi. Le fait de choisir des produits avec un certain nombre de logos, c'est effectivement positif. Le fait aussi de choisir des produits qui sont plus vertueux. Par exemple, ce mois-ci, on est donc le mois de Octobre Rose, donc on parle effectivement alors c'est plutôt le cancer du sein, mais de protection féminine. Aujourd'hui, chez Biocop, on a travaillé aussi sur la suppression de ces microplastiques dans les serviettes hygiéniques. Donc ce sont des éléments importants. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est vrai qu'on oublie, et on l'a dit dès le début, mais on oublie que c'est partout, en fait. Donc même dans les choses qu'on met à l'intérieur de nos corps, qu'on soit une femme ou un homme. C'est quoi les voies de réduction au stade de la production? C'est-à-dire qu'on a parlé de la chaîne logistique, des emballages, etc. Mais au niveau de la production, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'alternatives? Est-ce qu'elles existent déjà? Est-ce que c'est une question de mauvaise volonté? Est-ce qu'il faut un durcissement législatif? Ronan, Christina? Alors, il y a une
certaines entreprises qui prennent un peu cette problématique à bras-le-corps et qui vont travailler sur l'éco-conception de leurs produits. Donc il y a vraiment cette idée d'éco-conception dès la production de produits, penser au fait qu'il aura le moins possible d'impacts environnementaux, dont les microplastiques. Évidemment, quand on pense aussi, il y a tout ce qui va être réduction de la production de plastique. Ça, je pense qu'on ne pourra pas y échapper si un jour on veut vivre dans un monde sans microplastiques. Dans l'éco-conception, je vais parler de ce que je connais le mieux. Donc, il y a forcément les produits cosmétiques, donc supprimer les microplastiques qui les composent. Il va y avoir aussi, par exemple, dans les textiles, la manière de fabriquer le textile peut aussi influer sur le fait de relarguer ou non des microfibres. Donc, il y a pas mal de choses à faire, mais j'ai envie de dire que quand même, dans le contexte compétitif dans lequel on se trouve, il y a beaucoup d'entreprises qui font l'impasse sur ces éléments-là et qui vont un petit peu au moins cher pour rester compétitifs. Donc, je trouve que, personnellement, imposer ça par la législation, c'est quand même le moyen le plus sûr. Et c'est aussi le moyen le plus sûr de protéger les consommateurs qui souvent veulent faire des actes militants dans leur achat et qui finalement se retrouvent un petit peu trompés sur la marchandise. Oui, quand on n'a pas le choix en rayon, c'est pas de notre faute, Voilà. Évidemment. Mais pour compléter ce que vient de dire Christina, effectivement, les efforts sont à faire tout au long de la chaîne. Donc on a parlé des emballages, du produit fini, mais ça remonte bien en amont, entre la matière première agricole, la première transformation, dans quoi elle est transportée, etc. Donc il y a bien cette notion d'agir à tous les niveaux, des choses qu'on ne voit pas, les tuyaux plastiques qui servent dans les entreprises agroalimentaires, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires, et encore une fois, qui ont un impact environnemental, mais aussi de santé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la partie éco-conception, on a aussi à choisir en fonction du type d'emballage et du type de plastique. Interdisons même les multicouches, enfin les plastiques qui ne sont pas recyclables. Donc il y a des choses qui sont évidentes. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas toujours d'alternative facile ou pas chère, et c'est ça qui nous pose problème. On a une vraie importance à développer des matériaux différents, qui soient durables, réutilisables. C'est vraiment le sens de l'avenir. Sens de l'histoire. Vous qui êtes directeur qualité RSE, Ronan, est-ce que vous constatez des progrès du côté des fournisseurs, des distributeurs et des marques avec qui Biocop travaille? Ça tombe bien parce qu'on a fait un questionnaire auprès de fournisseurs là, cette année. Donc, on a eu à peu près 250 retours. Donc, ça permettait de voir un peu la sensibilité des fournisseurs sur ce qu'on appelle, nous, le nexus, donc les impacts environnementaux, donc carbone, biodiversité, mais aussi eau et santé et alimentation. Donc, on a regardé ces différentes thématiques-là. Donc, dans ces retours-là, on s'est rendu compte qu'il y a un tiers des fournisseurs qui ont agi pour réduire les quantités de plastique globalement au niveau des emballages. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité. Alors certes, ce ne sont pas des fabricants qui sont insensibles à l'environnement puisqu'ils fabriquent des produits issus de l'agriculture biologique, mais en tout cas une dynamique qui se met en œuvre. Je disais tout à l'heure, on accompagne des initiatives ou on pousse des initiatives auprès de fabricants pour réduire leurs emballages, etc. Et Christina en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, il y a aussi la logique de taxation. C'est-à-dire qu'effectivement, si on augmente les taxes sur les plastiques, quels qu'ils soient, on va avoir un effet, en tout cas, favorisant la réduction de ces plastiques-là. Oui, il faut quelque chose d'un peu coercitif, visiblement, sinon ça bouge pas des masses. Et même quand ça bouge, on voit bien, on en parlait de Rich tout à l'heure, c'est pas tout de suite. Christina, de votre côté, comment est-ce que l'association Surfrider, elle mobilise les citoyens et citoyennes au sujet des microplastiques? Alors, notre association, on travaille sur plusieurs leviers. Le premier, c'est vraiment tout ce qui va être acquisition de données. On travaille sur l'acquisition de données sur le terrain, sur les microplastiques notamment, constater s'il y a des microplastiques dans les compartiments de l'environnement, le milieu marin, sur les plages, sur les lacs, les rivières. Ça nous donne des informations nécessaires pour faire de la sensibilisation, donc de la sensibilisation des citoyens, de l'éducation à l'environnement, mais également ça nous donne des billes. Ça, le jeu de mots n'est pas voulu, mais ça nous donne des billes aussi pour aller voir les décideurs et leur dire voici en fait l'état des littoraux européens, voici en fait l'impact que ça a. Et donc ça nous donne de la force pour mener à bien notre travail de plaidoyer et demander des modifications des lois. Donc d'adopter des lois parce qu'il n'y en a pas, demander la modification des lois et aussi les faire appliquer. Donc on a besoin vraiment des citoyens sur toutes les actions que l'on mène pour pouvoir avoir du poids. En fait, il faut savoir que, par exemple, les législateurs, ils sont quand même très sensibles à la volonté des citoyens, puisqu'ils ont été élus. Pas tous, mais ils ont été élus. Et même le gouvernement ou, par exemple, la Commission européenne, qui, pour le coup, ne sont pas élus, s'il y a beaucoup de citoyens mobilisés, ça peut aussi les faire changer d'avis. Donc, aussi bien pour l'acquisition de données
que sur ce poids que ça peut avoir sur les décideurs publics, mais aussi sur les entreprises, parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui achète. Quelqu'un qui achète, c'est un consommateur qui peut avoir du poids s'il décide de ne plus acheter certains produits parce qu'ils contiennent des microplastiques, par exemple. Donc nous, Surfrider, on a vraiment besoin de cet appui citoyen pour mener à bien nos actions, aussi bien d'acquisition de données que de plaidoyer. Oui, parce qu'alors on parle de prévention, parce que j'imagine que traiter des eaux polluées aux microplastiques, c'est un peu compliqué, non ? Alors nous, on aime dire que une fois qu'ils sont présents dans le milieu, c'est impossible de les enlever. C'est une pollution qui est irréversible. Même si on pouvait, en fait, quel est l'intérêt d'aller essayer de retirer ces microplastiques de l'environnement ? Enfin, moi, je parle de l'environnement marin, mais de l'environnement tout court, c'est quasiment impossible. On va développer des outils, on va mettre de la R&D au service de quelque chose qui est finalement que du curatif. Si on ne coupe pas le robinet à la source, ça sera impossible. Pour moi, c'est vraiment une pollution irréversible. Donc, de temps en temps, on entend un peu des solutions qui sont, par exemple, un jeune qui a inventé un aimant pour récupérer des microplastiques dans l'eau, ou des champignons mangeurs de plastique, etc. Mais tout ça, en fait, c'est assez illusoire. C'est un peu des solutions pour se dire, bon, ben voilà, ça va peut-être sauver la planète. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. On est sur une trajectoire de production de plastique qui ne fait qu'augmenter. Et si on continue comme ça, même si on trouve des solutions curatives pour enlever le plastique, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, on fonce droit dans le mur, en fait. Le technosolutionnisme ne nous sauvera pas. Exactement. Sauf si on met la R&D justement au service d'une de la production réduction. en amont, d'une prévention, etc. Oui, Ronan. Oui, je pense on parle effectivement de R&D, il y a un vrai sujet aussi d'accompagnement des éco-organismes. Je parlais tout à l'heure de taxation, et leur rôle quand même, c'est de développer des filières vertueuses, et j'ai l'impression, pour être poli et gentil, je vais dire qu'il y a une marge de progrès intéressante de la part des éco-organismes. Comme quoi ? Par exemple, éviter de supprimer les subventions pour le réemploi. Je parlais de la consigne tout à l'heure, la consigne vert. Mettre en place, ça fait 20 ans qu'on parle de filière sur du polystyrène pour des pots de yaourt. Il existe une usine en Belgique, mais à part ça, on n'en voit pas. Vous voyez, donc il y a des choses. Alors, on trie, on va aller dans son bac jaune, on va mettre les pots de yaourt, et puis ils vont retourner derrière en incinération ou autre. Tout à l'heure, Roland, quand tu parlais justement du fait que vous aviez développé toutes les solutions réemployables pour les bouteilles en verre, je me suis dit que ça devait être c'est l'éco-organisme qui allait être content, parce que finalement, en fait, vous faites un peu le boulot aussi à leur place, sachant que tout ce qui est justement la filière de responsabilité élargie des producteurs pour tout ce qui va être les emballages, une partie des sous qu'ils récupèrent devraient aller vers la promotion des solutions réemployables, et on est extrêmement à la bourre en France. Donc voilà, je me dis, c'est bien, Biocop fait un peu le travail. Un appel à toutes les unités. Dernière question subsidiaire, Ronan, Christina, est-ce qu'on peut imaginer un monde sans microplastique, c'est-à-dire un monde sans plastique, au final ? Alors moi, déjà, je me positionne du côté du consommateur. Le microplastique dans la formulation, c'est une hérésie. C'est-à-dire qu'en fait, on cache. Il y a un problème de transparence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens, de citoyens, qui découvriront, peut-être au travers de ce podcast, qu'il y a, dans la formulation de produits cosmétiques ou de produits détergents, des microplastiques. Je trouve ça c'est un premier sujet qu'il faut pouvoir éradiquer. Il y a des solutions. Encore une fois, il y a une question de cohérence et de transparence. Sur le reste, sur les plastiques qui se voient, effectivement, le sujet, c'est d'agir au quotidien. On a parlé de plein de pistes différentes, mais apporter des solutions, avoir conscience de ces éléments-là, réduire la pression plastique générale, me paraît être la bonne voie. Christina ? Alors moi, je suis pas très optimiste pour l'avenir, puisque l'OCDE non plus. L'OCDE non plus, parce qu'effectivement, les projections de l'OCDE, elles disent qu'on va aller vers une augmentation de la production de plastique. Il faut aussi savoir que les énergies fossiles, les industries pétrochimiques, elles ont trouvé la voie toute tracée, puisqu'on s'oriente vers l'électrique pour tout ce qui est les carburants. Il y a l'essor du plastique, c'est super, donc on va droit dedans. Donc effectivement, on a des mesures, tous les jours on essaie d'avoir des mesures de réduction, mais tant qu'on ne réduira pas à la source, c'est-à-dire la production de plastique et l'utilisation, on continuera à utiliser des plastiques et on continuera à émettre des microplastiques. Donc effectivement, il y a cette hérésie des microplastiques dans les produits, mais il y a
tous les autres types de microplastiques. Et j'ai envie de dire qu'on s'oriente dans des années un petit peu compliquées pour la protection de l'environnement, puisque les préoccupations environnementales ne sont plus au centre, malgré le fait que les préoccupations environnementales, ça concerne tout le monde. Mais je me dis qu'avec toutes les connaissances qu'on est en train d'avoir sur la santé humaine et l'impact des microplastiques sur la santé humaine, ça peut aussi jouer dans l'avenir, dans le futur, et ça peut aussi impliquer que la classe politique qui va nous diriger dans le futur se saisisse de ce sujet. Parce que même s'ils ont les préoccupations environnementales, ça les intéresse pas trop, la santé humaine devrait rester une priorité. Et ce podcast peut peut-être aussi favoriser une mobilisation des citoyens, citoyennes, puisque quand on sait, quand on est informé, on peut aller faire pression. Merci Christina Barrault. Merci à toi Nora, merci Ronan. Merci Ronan Lafrogne. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus bio la vie. Ciao.